Bonjour. Aujourd'hui, on explore ensemble la notion assez dense du travail, à travers ce que nous disent plusieurs penseurs clés. Au fond, le travail, philosophiquement, c'est cette transformation consciente de la nature pour nos besoins, non? Mais ce qui fait notre spécificité, c'est le projet qu'on a en tête avant, l'idée du résultat. Et puis, bien sûr, nos outils de plus en plus complexes. L'objectif ici, c'est de voir un peu ce qu'en disent Hegel, Marx, Arendt, Smith, Kant, enfin plusieurs grands noms. Alors, Hegel, c'est souvent par là qu'on commence, cette dialectique du maître et de l'esclave. L'idée, si je saisis bien, c'est que même un travail qui est subi, un peu forcé au début, ben, il finit par former la personne qu'il fait. Il y a un apprentissage. Absolument. Et c'est là qu'il y a ce fameux renversement dialectique chez Hegel. C'est un peu paradoxal en fait. L'esclave, en façonnant la matière, apprend à la maîtriser. Oui, mais surtout, il prend conscience de lui-même, de sa propre capacité à créer, à transformer. Il développe un savoir-faire, comment dire, une intelligence de la matière, et au final, c'est lui qui devient maître, maître de la nature, et même, d'une certaine manière, maître du maître initial, qui lui reste passif. Donc chez Hegel, l'idée forte, c'est que c'est parfois dans la contrainte, dans l'effort, qu'émerge une forme de liberté, une conscience de soi, le travail comme cheminement, quoi. Hmm. Cette idée de réalisation par l'effort, elle est intéressante, mais ça contraste pas mal avec Marx, non? Lui parle d'aliénation. C'est un mot fort, ça, lié au capitalisme. Comment ça se traduit concrètement, cette aliénation? Alors, pour Marx, oui, l'aliénation dans le système capitaliste, elle a plusieurs visages. D'abord, l'ouvrier est coupé, séparé du produit de son travail. Il fabrique quelque chose qui ne lui appartient pas, sur lequel il n'a aucun contrôle. Ensuite, il est aussi séparé de l'activité elle-même. Le travail est souvent répétitif, parcellisé. Il ne permet pas d'exprimer sa créativité, son potentiel humain. Et puis, plus profondément, il est aliéné de sa propre nature, de ce qui fait de lui un être humain créateur. Et enfin, aliéné des autres travailleurs, parce qu'ils sont mis en concurrence. Mais attention, et ça c'est important, Marx ne dit pas que le travail en soi est mauvais. C'est le système capitaliste qui le déforme, qui l'aliène. Lui, il rêve d'une société où le travail serait libéré de la simple nécessité et deviendrait un moyen d'épanouissement personnel. Il a cette phrase célèbre, vous savez, le royaume de la liberté commence seulement là où l'on cesse de travailler par nécessité. D'accord, c'est une nuance cruciale. Et après Marx, on a d'autres approches. Hannah Arendt, par exemple. Elle propose une distinction, c'est ça? Oui, tout à fait. Hannah Arendt, elle nous aide à y voir plus clair en distinguant trois activités essentielles. Le travail, qu'elle appelle labor, l'œuvre, work, et l'action, action. Le travail, pour elle, c'est vraiment lié à la survie, aux besoins biologiques. Penser aux tâches ménagères, tout ce qui est répétitif, qui ne laisse pas de traces durables. C'est nécessaire, mais cyclique. L'œuvre, c'est différent. C'est quand on fabrique des choses qui durent, qui créent le monde dans lequel on vit. Construire un pont, écrire un livre, créer une chaise, ça reste. Et enfin, l'action, c'est le sommet, c'est notre capacité à interagir dans l'espace public, à initier des choses nouvelles ensemble, la politique au sens noble. Et justement, Arendt critique la modernité parce qu'elle trouve qu'on a tout misé sur le travail, sur le labor, au détriment de l'œuvre et surtout de l'action, de la vie publique. Petite tâche hyper spécialisée, on devient beaucoup plus efficace. La productivité explose. Chacun devient expert d'un geste minuscule, quoi. Mais, et Smith le voyait bien oui même, il y a un revers à la médaille. Cette spécialisation à outrance, ça peut aussi rendre le travail complètement abrutissant, ça peut vider l'ouvrier de ses facultés intellectuelles, et Smith parle lui-même d'un nouveau genre d'asservissement. Donc oui, l'efficacité, mais à quel prix humain parfois? On retombe toujours sur cette tension, libération ou contrainte. Et certains semblent même valoriser la contrainte. Kant, par exemple. Il voit ça comme un devoir. Oui, pour Kant, le travail a une dimension morale forte. C'est un devoir qui nous discipline, qui nous arrache à notre tendance naturelle à la paresse. C'est presque une éducation morale. Et puis, il y a des formules plus directes, comme celle d'Alain. Le propre du travail, c'est d'être forcé. Ça souligne la dimension de nécessité, d'effort contre une résistance. C'est assez radical, ça. Oui, mais cette contrainte n'est pas toujours vue que négativement. Prenez Voltaire, par exemple, il dit que le travail, bon, c'est peut-être une nécessité un peu pénible, mais ça nous sauve de trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. C'est une vision plus pragmatique, on va dire. C'est fascinant de voir toutes ces perspectives.
D'un côté, la promesse d'accomplissement chez Hegel, puis le risque d'aliénation chez Marx, la distinction d'Arendt entre travail et œuvre, l'efficacité à double tranchant de Smith. C'est ça. On voit bien qu'on navigue entre ces pôles, hein. Le travail peut être un chemin vers soi, mais aussi un risque de se perdre. C'est une nécessité vitale, mais aussi un moteur économique, parfois ambivalent. La contrainte est là, c'est sûr, mais elle peut structurer comme elle peut détruire. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une question plus fondamentale qui va au-delà de l'économie ou de la valeur sociale qu'on lui accorde. Quelle place le travail devrait vraiment occuper dans une vie humaine pour qu'on puisse la considérer comme pleinement réussie, pleinement accomplie? Qu'est-ce qu'on cherche au fond aujourd'hui dans et par le travail?